Voilà, excusez-moi, je regardais le temps, puisque on l'a dit, il faudra tenir son temps. On aura l'occasion d'y revenir brièvement. Alors, comme M. Gapillan et comme M. Delacroix, je vais un certain nombre de personnes à remercier, des personnes qui sont présentes, mais également des personnes qui vont être présentes d'une manière ou d'une autre, mais qui, par leurs travaux, nous ont beaucoup aidés. Donc, je vais citer comme ça un certain nombre de noms. Tout d'abord, pour commencer, il y a bien sûr l'ensemble du personnel de la médiathèque, M. Delacroix, M. Gapillan, avec qui on travaille depuis quelques mois. Également M. Hulin et M. Ridou du musée de l'ancienne abbaye de Landévennec, donc en liaison avec l'exposition qui se déroule actuellement à l'abbaye. Également, je tiens à remercier le personnel du CRBC, en particulier Philippe Lagadec et Marie Salomon-Lemoigne, qui ont permis notamment le prêt du matériel pour que Cyprien Henry se rende à Oslo. Il aura l'occasion d'y revenir. Je remercie également l'association pour l'étude et la valorisation du patrimoine breton qui a été utile et qui a servi pour permettre le déplacement de Cyprien Henry à l'étranger pour justement consulter ce manuscrit attribué à Locmaria. Il y reviendra. Je remercie bien sûr les intervenants, Stéphane Lebec venu de Lille, Arnaud Hibert venu de Quimper, mais il est quand même venu, Cyprien Henry depuis Paris. Donc voilà, ça a permis comme ça de réunir une petite équipe. Alors parmi les absents et qui ont joué un rôle très important pour la connaissance de la Cornouaille, l'importance de l'écrit. Je ne citerai que deux noms. La liste pourrait être beaucoup plus longue. Je pense bien sûr à Madame Joëlle Cashbeur, qui, dans sa thèse, qui a été soutenue donc, dans les années 90, nous a permis de mieux comprendre l'importance de la Cornouaille médiévale. Donc on s'inspire tous de ses travaux, d'une manière directe ou non. Et puis elle a notamment participé à la publication du Cartulaire de Sainte-Croix de Quimperlé il y a quelques années. Et également, je pense à M. Jean-Luc Defic, qui a fourni un travail remarquable depuis des années sur l'importance des manuscrits, des écrits en Bretagne, mais pas uniquement, et dont les travaux sont très importants et fondamentaux pour mieux saisir l'importance de ces écrits. Excusez-moi. Alors, pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui ? Il y a toujours un petit peu un début pour expliquer ce type de communication et ce type de conférence. Il y a un an, avec Arnaud Hibert, j'ai organisé un colloque à Locmaria, donc histoire d'un monastère millénaire sur les rives de l'Odet. Donc un colloque sur 2 jours, et parmi les interventions, donc Cyprien Henry était présent. Il nous a présenté la pancarte de Locmaria, et il a évoqué, lors de sa communication, Jean-Luc Defic l'avait déjà mentionné, mais l'existence d'un manuscrit qui était attribué à Locmaria. Donc c'est celui que vous avez ici au centre de l'image, donc attribué à Locmaria, Locus Mariae. Alors c'était extrêmement intéressant, avoir une abbaye féminine qui était rattachée à un manuscrit. La petite difficulté, c'est que ce manuscrit était, comme une bonne partie des manuscrits dits bretons, déposé un peu loin, entreposé un peu loin, la fondation Schoyen. Et sur le site internet, c'était mis que c'était à Oslo, mais c'était pas exactement à Oslo. Cyprien reviendra peut-être un peu plus tard. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'est née cette journée d'études, c'est-à-dire un intérêt, des travaux sur la production de l'écrit, sur les manuscrits. Ensuite, l'autre élément qui pouvait jouer, c'est tout simplement le fait qu'il y ait, ça a été évoqué tout à l'heure, une exposition, donc l'abbaye de Landévennec, Heure et Malheur, d'une abbaye bretonne de l'an 1000, et donc avec un ouvrage qui est sorti donc récemment, l'abbaye de Landévennec en l'an 1000, l'âge roman. Donc il y avait comme ça une conjonction autour de Locmaria, le manuscrit et l'abbaye de Landévennec, qui permettait de réinterroger la production manuscrite en Cornouaille, et c'est donc l'objet des communications de cet après-midi. Alors, je vais essayer de faire une introduction relativement courte autour des principaux thèmes, même si je ne connais pas forcément le détail de ce qui va être présenté. Tout d'abord, pour revenir sur des termes un peu antinomiques, sur pauvreté et trésor. Alors, la pauvreté notamment la pauvreté documentaire. Tout médiéviste qui travaille sur la Bretagne, tant lorsqu'il communique à l'intérieur de la Bretagne qu'à l'extérieur, on nous dit souvent qu'il y a peu de documents sur la Bretagne. Donc il y a cette question de la pauvreté documentaire. Pour preuve, je citerai une citation d'André Chédeville et Hubert Guillotel dans leur ouvrage de 1984, La Bretagne des saints et des rois, 5e, 10e siècle. Donc il faisait un petit bilan des sources disponibles au début des années 80 et il soulignait déjà la pauvreté relative de la documentation. Et en fait, finalement, dans leur phrase, le plus intéressant, c'est pas pauvreté ni documentation, c'est probablement relative. C'est-à-dire relatif, c'est qu'en Bretagne comme ailleurs, on a écrit. En Bretagne comme ailleurs, on a conservé. Les deux questions qui vont se poser ici dans cette introduction, c'est on a écrit où et ensuite, où sont ces manuscrits ? Puisqu'on a bien sûr le manuscrit de Landévennec qui est arrivé par différents biais ici à Quimper, mais à Landévennec, on a écrit, on a d'autres abbayes, on a écrit, et ces manuscrits sont aujourd'hui dispersés.
Alors qu'a-t-on écrit? Je ne vais pas vous faire la liste, mais la production bretonne, d'une certaine manière, est dominée par la production, ce qu'on appelle les hagiographiques, hein, c'est-à-dire l'ensemble des vita, les vies de saints. Je ne rentrerai pas dans le détail, hein, c'est des questions qui ont été suffisamment étudiées, notamment par Bernard Merdrignac, excusez-moi. Ces vita ont été les plus anciennes, vraisemblablement rédigées à l'époque mérovingienne, hein, 6e, 7e siècle. Alors il n'existe plus, mais lorsqu'on relit certaines vita anciennes, notamment je pense à la vita de Saint Samson de Dole, on voit qu'il y a un matériau antérieur qui a été utilisé. Il a disparu, mais il a été utilisé. Et donc à partir de l'époque carolingienne, on a un certain nombre de productions décrites, c'est-à-dire à partir du 8e et surtout 9e siècle, de nombreuses vitae qui sont produites. Et on retrouve ces vitae alors au 10e, 11e et même jusqu'à 14e, 15e siècle. C'est donc une documentation relativement importante et on s'aperçoit que les principaux lieux de production de cet écrit correspondent à des abbayes. Alors bien sûr Landévennec qui a produit un certain nombre de vies de saints, je pense également à Redon avec les Gesta ou à Dole avec bien sûr la figure de Saint Samson. Alors cette production hagiographique va connaître un coup d'arrêt, pas une disparition, mais un coup d'arrêt avec ce qu'on appelle les raids, les attaques, les sacs scandinaves de la seconde moitié du 9e siècle et début 10e siècle. Et c'est justement au moment de ces raids vikings, pour faire simple, ces raids des hommes du Nord, fin 9e, début 10e, qu'on va assister à une dispersion des manuscrits bretons. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de manuscrits qui étaient conservés, produits et conservés en Bretagne. Et donc on va se retrouver dans une situation où on a quasiment des moines bretons qui vont ressembler à des petits poussets. Alors pourquoi? Puisque la situation est particulièrement difficile et délicate début Xe siècle. Alors je n'entrerai pas dans le détail chronologique, mais en 907, Alain de Bretagne décède et on a plusieurs témoignages, écrits comme archéologiques, qui montrent que la situation se détériore. Alors c'est à l'échelle continentale, hein, puisqu'on voit comment les raids scandinaves fonctionnent à l'échelle continentale, mais pour la Bretagne, la période des années 910 est particulièrement compliquée. Alors premier témoignage, les chroniques de Nantes, qui indique pour après 912 que la rage des hommes du Nord a commencé à se réveiller comme jamais auparavant. Donc on a l'impression comme ça d'une sorte de déferlement, il n'y a plus d'autorité centrale en Bretagne, et donc on se retrouve avec des hommes du Nord qui profitent très bien de la situation pour attaquer la Bretagne. Et en particulier, le site qui est attaqué, que vous connaissez tous, c'est notamment l'abbaye de Landévennec. 912, raid normand très important, et en 913, donc c'est ce que vous avez ici dans ce calendrier qui est conservé à Copenhague, dans une note marginale, donc c'est l'image que vous avez en bas à droite et puis un zoom sur la partie gauche. Donc on voit que le monastère de Saint-Guénolé a été détruit par les Normands. Donc il y a une attestation écrite et également des traces archéologiques. À partir de là, ce n'est pas simplement à Landévennec, on a ça ailleurs, je vais essayer de vous le montrer brièvement. Une partie des communautés monastiques qui produisaient les manuscrits va s'enfuir, va quitter la péninsule. Alors il n'y a pas que les moines, hein. L'élite aristocratique va également se réfugier en différents points, notamment en Angleterre. Alors les moines vont fuir et ils emmènent avec eux leurs trésors. Leurs trésors qui, vous l'avez compris, des fois étaient considérés comme pauvres, mais ils écrivaient. Alors qu'entend-on par trésor? Il y a tout d'abord les reliques, parfois c'est le corps saint, c'est-à-dire le corps du saint qui est déplacé, déménagé en entier. Il y a également ce que nous on appellerait des archives, c'est-à-dire les chartes, les documents écrits, mais également l'ensemble des manuscrits, dont des vies de saints. Et donc, on a comme ça des convois qui sont organisés dans certains cas. Je vais vous présenter quelques exemples pour voir comment est-ce que la Bretagne est progressivement, alors non pas délaissée ou abandonnée, mais du moins une partie de ces élites va fuir et va entraîner une dispersion de ces manuscrits. L'abbaye de Léon, donc on est dans le secteur de Dinan. Là, vous avez véritablement un convoi qui est organisé avec des religieux qui viennent de Bayeux, d'Avranches, d'Alette, Saint-Malo, et qui se réunissent donc dans le secteur de Dole. Et vous avez un convoi de religieux qui gagne Paris, et ils sont accueillis par les ancêtres des Capétiens à Paris, et notamment vous avez la fondation de Saint-Magloire. Donc là, vous avez un convoi qui est organisé, donc vous voyez, avec des Normands, de ce qu'on appellerait ultérieurement des Normands, mais ils venaient de Neustrie, des Neustriens et des Bretons. Deuxième exemple qui montre les stratégies monastiques, l'abbaye de Redon, donc, sur la Vilaine. Alors là, c'est une triple solution qui est adoptée par les moines. Première solution, c'est une partie de la communauté religieuse va se réfugier en Maxent, donc plutôt en Plélan, et vous allez avoir un monastère qui a fondé ces Maxents, qui a été fouillé dans les années 90 par Philippe Guigon. Donc vous avez une église carolingienne qui est rebâtie vraisemblablement sur le modèle de l'abbaye de Redon. Et donc une partie de la communauté va se fixer en Maxent, une deuxième partie de la communauté va jouer le rôle du petit pousset que j'évoquais tout à l'heure, et donc va gagner Angers, Auxerre et Poitiers. Ils vont disperser une partie des reliques, une partie de leurs manuscrits le long de cet itinéraire. Et plus récemment, Florian Mazel a mis en évidence qu'une partie des moines de Redon n'a pas fui, mais est restée à Redon,
parce qu'il y a des droits, il y a des revenus, et donc il faut bien un minimum de présence sur place, puisque la nature a horreur du vide. Il fallait que les religieux restent sur place pour contrôler leurs droits, contrôler leur seigneurie. Donc vous voyez une triple solution. Certains vont partir un peu mais pas très loin, d'autres vont partir beaucoup plus loin, c'est ce que Hubert Guillotel appelait l'exode, et d'autres vont rester sur place. Enfin, troisième situation, qui est davantage documentée et un peu mieux connue, celle des moines de Landévennec, qui eux vont, alors on n'a pas le détail, mais qui vont connaître un premier point d'arrêt au Mans. D'ailleurs, une collégiale sera fondée, non pas au Mans, mais à côté, à Château-sur-Loire, un prieuré qui est fondé dans les années 1030 et qui est sous la protection de Saint-Guénolé, avec une partie des reliques d'ailleurs qui vont déposer sur place. Puis ensuite le comte d'Anjou, alors les Angevins ont tendance à être un peu turbulents, et les comtes d'Anjou en particulier, donc ils vont dérober une partie de ces reliques. Donc une partie des reliques sera entreposée dans le secteur du Mans, et ensuite vos moines vont gagner Montreuil, où ils vont fonder également une église Saint-Guénolé. Vous voyez, on voit ces moines qui se dispersent, et avec eux donc une partie des manuscrits. Alors ces manuscrits justement, combien y en a-t-il? Au niveau des tendances, c'est un peu compliqué. En 1985, Jean-Luc Defic avait fait un premier bilan à l'occasion d'un colloque organisé à Landévennec. Je vais vous donner quelques chiffres, et puis ensuite je vais revenir un tout petit peu sur quelques exemples. Il était parti du principe qu'il existait, à partir de différents catalogues, une cinquantaine de manuscrits produits en breton au IXe siècle, donc qui étaient conservés. Donc une cinquantaine au IXe, une trentaine au Xe, et 25 pour le XIe siècle. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc 9e, 11e siècle. Si on prend ces chiffres, on passe de 50 au 9e à 25 au 11e, on a l'impression comme ça d'une forme de déclin et d'un rapport à l'écrit qui est un peu plus distancié. Plus récemment, un projet de recherche international dirigé par Jacopo Besiani de l'Université de Galway, donc c'est ce que vous avez ici sous les yeux, donc un projet de recherche qui s'appelle IRCABRIT, a recensé 225 manuscrits attribués alors à la Bretagne, aux Bretons au sens très large, parce qu'un Breton qui est hors de Bretagne reste breton. Donc voilà, il y a 225 manuscrits avec des difficultés dans les identifications, mais en attendant, on voit qu'il y a une masse produite en Bretagne, et aujourd'hui, il y a quasiment plus rien qui est conservé sur place, hormis bien sûr celui de Landévennec dont on vous a parlé tout à l'heure. Ces moines fuient donc dans les années 910-920. On a un retour des communautés religieuses dans les années 930-950. Et on assiste à un renouveau de l'écrit. Un renouveau de l'écrit qui doit avoir plusieurs origines, parce qu'il faut reconstruire les bâtiments. Landévennec est en grande partie détruite, ce n'est pas la seule abbaye. Il faut également, dans le cas de certaines communautés qui ont fui, réaffirmer ses droits. Ce n'est pas pour rien que certains moines redonnés sont restés. D'autres communautés vont rencontrer des difficultés. Donc il faut réaffirmer la possession de ses droits, de ses revenus. Et à cette occasion, l'écrit reste une preuve. Et donc on a plusieurs communautés religieuses qui vont retourner à leurs écrits, qui vont réécrire leur passé, et qui vont parfois réinventer leur mémoire. C'est donc dans ce cadre-là qu'on est réunis aujourd'hui, puisque vous allez avoir un certain nombre de manuscrits qui vous ont présentés correspondant à la période 10e, 12e siècle, donc dans ce moment de réinvention de l'histoire, de réécriture, et vous avez compris que c'est en parallèle avec l'écrit et surtout avec l'architecture, d'où l'intervention d'Arnaud Ibert sur les principaux bâtiments. Alors cette journée est centrée sur la Cornouaille. Donc je ne vais pas revenir sur le programme. On va commencer d'abord par une présentation d'Arnaud Ibert sur les abbayes, Landévennec, Quimperlé et donc Locmaria, pour faire un point sur ce qui servirait, si vous voulez, d'écrin à la production de ces manuscrits, ces dizaines de manuscrits bretons. Et puis ensuite, à travers 4 exemples, on reviendra sur Quimperlé, Landévennec, éventuellement Locmaria et Saint-Vouguet, sur des productions faites en Cornouailles et qui sont aujourd'hui plus ou moins dispersées. Alors pour terminer, excusez-moi, donc ça c'est le programme que vous avez tous. Pour terminer, faut-il s'attendre à d'autres découvertes? C'est-à-dire que peut-on s'attendre à des nouvelles découvertes de manuscrits? Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a déjà ce qu'on appelle une découverte. Des fois, c'est simplement une redécouverte. Un exemple, il existe un missel de Préventec qui est en cours d'étude, 11e, 12e siècle. Alors, ça concerne l'abbaye Saint-Mathieu. Mais en le réétudiant, il y a des possibilités donc, de s'intéresser à la production d'écrits. Cette fois-ci, on est à la limite de la Cornouaille, mais il y a des liens relativement intéressants ici à développer. Autre élément qui peut permettre un certain nombre de découvertes, vous connaissez tous un grand entrepreneur commercial qui était basé à Landerneau et qui était un collectionneur de manuscrits bretons. Et notamment dans Paris Match, en 1974, il raconte que lorsqu'il est fatigué, il se replonge dans sa collection de manuscrits. Donc il existe une collection de manuscrits, très certainement. Et puis quand on parle de découverte, je remercie Arnaud Flissy qui m'a contacté cette semaine, justement en parlant de redécouverte.
donc, de la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc. Et parmi différents manuscrits, vous avez celui que vous avez sous les yeux, le manuscrit donc 007, qui lui aussi donc, possède quelques petits secrets, puisqu'à l'intérieur de la reliure, donc au niveau de la garde et du contre-plat inférieur, dans ce manuscrit du XIIe siècle, en fait, a été identifié plusieurs morceaux de parchemin du IXe siècle, qui ont servi en fait dans la doublure. Donc, je ne vais pas dire qu'il faut désosser tous les manuscrits, hein, mais dans des projets de restauration, on peut retrouver comme ça certains éléments. Vraisemblablement ici, c'est une écriture du IXe siècle. Ça serait tout simplement des allusions à des messes, à des offices qui seraient célébrés, mais on n'a pas plus d'informations pour le moment. Donc finalement, je termine là-dessus, je laisserai la parole à Arnaud Hibert pour présenter les principales abbayes. On a donc écrit en Bretagne, on a également conservé, et donc on va essayer de s'intéresser aujourd'hui à la production principalement cornouaillaise au cours des Xe, XIIe siècles. Je vous remercie.